d'abord parce que l'idée de ce livre est née alors que j'étais là-bas. Je travaillais au Mali à l'époque pour une petite ONG. Et c'est là que les premiers éléments de l'histoire ont commencé à s'assembler dans mon esprit. C'est un continent sur lequel j'ai passé pas mal de temps. J'ai vécu donc au Mali, j'ai vécu au Niger. Actuellement, je vis au Kenya et puis je vais bientôt déménager au Sénégal. Donc voilà, c'est partie intégrante de ma vie personnelle aussi, vu que dans ma famille, j'ai aussi des liens directs avec le Cameroun notamment, parce que j'ai deux frères qui sont d'origine camerounaise. Donc l'Afrique a toujours été présente à travers ça dans notre famille. Et enfin, pour les choses dont j'avais envie de parler, pour cet angle que je voulais prendre sur notre époque, sur le monde, notre monde, je trouvais que les phénomènes dont j'avais envie de parler s'illustrent particulièrement bien en Afrique. Notamment sur toutes ces questions qui, moi, me touchent beaucoup de l'immigration, du racisme, ces questions qui sont liées à la domination que l'Occident exerce sur le monde et en particulier sur les anciennes colonies à travers toute une série de processus et de rapports de pouvoir. Je trouvais que l'Afrique, c'était vraiment là où ça s'incarnait le mieux, par des choses qui sont de l'ordre de la politique étrangère, des réseaux d'influence, de l'économie, mais aussi des manières plus subtiles d'exercer une relation postcoloniale, notamment à travers l'aide au développement, l'aide humanitaire, dont je parle aussi beaucoup dans ce livre. C'est pas un livre sur l'Afrique à proprement parler, surtout pas en fait. C'est plutôt un livre qui essaye de faire dialoguer l'Occident avec l'Afrique, notamment à travers ce jeu de miroir entre les deux principaux protagonistes que sont Antoine, ce jeune humanitaire d'origine franco-suisse, donc qui lui représente cette jeunesse européenne, et de l'autre côté Alioune, cette espèce de petit griot guerrier d'une dizaine d'années, qui lui vient d'un village du fin fond de la brousse. Donc voilà, moi ce qui m'intéressait, c'était plutôt de faire dialoguer ces deux mondes-là, qui ont souvent du mal à communiquer, et ouais, qui ont du mal à dialoguer, et qui ont du mal à interagir de manière positive et saine. Il faut faire très attention quand on parle de ce genre de choses, parce qu'il y a des sensibilités un peu exacerbées, qui sont là, ben, bien sûr, à cause de dizaines d'années, voire même de siècles d'oppression de certaines minorités. Donc maintenant que s'ouvrent toutes sortes de plateformes pour ces voix minoritaires qui peuvent enfin prendre part au dialogue, au débat, ben on assiste à une espèce de radicalisation du débat avec d'un côté les minorités qui revendique à très juste titre le droit de s'exprimer, et en face la majorité qui, elle, tout d'un coup se sent agressée par ces perspectives qui remettent en cause leur domination tranquille et silencieuse. Donc ça génère des réactions très très fortes des deux côtés. Donc voilà, moi j'ai un peu l'impression de marcher sur des œufs quand on me pose ce genre de questions, mais oui, moi je revendique en tout cas le droit de parler de quelque chose que je ne suis pas. Je ne vois pas pourquoi dans l'écriture d'un livre je devrais me contenter de parler d'un quarantenaire blanc avec un long nez, quoi. Ça pour moi c'est pas la littérature. La littérature c'est plutôt la capacité à se projeter dans des univers, à ressentir de l'empathie pour ce qu'on n'est pas. Et c'est ça qui est intéressant, qui est créatif et qui est excitant. Et s'il n'y a plus ça dans la littérature, moi ça ne m'intéresse plus. En plus de ça, bon, moi j'habite hors d'Europe depuis que j'ai pratiquement 16 ans, quoi. Donc je n'appartiens plus à l'Europe, je suis une espèce hybride. J'ai vécu en Afrique, j'ai vécu en Asie, j'ai vécu aux Caraïbes, donc je suis aussi constitué de tout ça. Alors bien sûr, je ne suis pas noir, je ne suis pas africain, mais n'empêche que je vis dans ces pays, c'est mon quotidien, il est fait des réalités de ces pays, donc pourquoi est-ce que je n'aurais pas le droit d'en parler? Moi je pense que la question, ce n'est pas tellement de savoir si on a le droit ou pas, mais c'est plutôt de savoir comment est-ce qu'on a le droit de le faire. Et moi j'ai l'impression que j'ai été quand même assez précautionneux sur cette question, c'est-à-dire que si vous voyez la manière dont j'ai traité les deux personnages, Alioune et Antoine, je l'ai fait de manière très différente. Et notamment avec Antoine, qui vraiment évolue dans un milieu qui est mon biotope d'origine, donc je maîtrise bien.
Je maîtrise bien les enjeux, les univers, les systèmes de valeurs, etc. Et donc, dans la manière dont j'ai traité ce personnage-là, vous voyez que je n'hésite jamais à aller vraiment plonger dans l'intimité de ses pensées les plus profondes. C'est un personnage qui est traité de manière très psychologique, quoi. Si vous regardez la manière dont Al Yoon, lui, est traité, c'est complètement différent. C'est presque plus dans la tradition de ces écrivains américains qui disent show, don't tell. Donc, montrez, ne dites pas. Faites vivre un personnage par ce qu'il dit et par ce qu'il fait, et non pas en pénétrant dans ses pensées. Et donc j'ai vraiment appliqué cette règle pour Al Yoon, où on ne connaît de lui que ce qu'il fait ou que ce qu'il dit, ses actions et ses paroles. Toute cette partie qui se passe en Afrique au début, donc au village où Antoine arrive pour sa mission humanitaire, tout le village est décrit en fait à travers les yeux de ce jeune occidental qui découvre un milieu dont il ignorait tout. Et je me suis permis à aucun moment de pénétrer dans les chaumières. Jamais on voit en fait de scènes à l'intérieur de la maison d'Al Yoon, par exemple. Voilà, j'espère que en tout cas la manière dont je l'ai fait est jugée acceptable aujourd'hui et le sera encore dans 10 ans, et qu'on ne me dira pas dans 10 ans que j'ai écrit un livre de réactionnaire. Moi, c'est vraiment un livre que j'ai écrit aussi pour faire dialoguer ces deux mondes et pour montrer les complémentarités, pour montrer qu'on fait tous partie qu'on est tous embarqués sur le même radeau, qu'on appartient tous à la même humanité. C'est vraiment ça le message du livre. Alors effectivement, ça c'est un peu casse-gueule et j'ai longtemps hésité à garder ça dans la version finale parce que il y avait un risque majeur que je voyais, c'est celui de laisser penser que je considère l'Afrique comme un pays et donc de tomber dans toute une série de clichés et de généralités sur un continent qui, je le sais très bien pour l'avoir quand même bien sillonné, à quel point il est divers, à quel point il est riche en langue, en culture, en histoire, en religion, en art, etc. Donc voilà, il y a ce risque-là. Par contre, il y a d'autres aspects qui font que j'ai quand même décidé de garder ça. Et il y en a plusieurs. Il y a tout d'abord une tradition littéraire, un petit peu, qu'on retrouve chez pas mal d'auteurs de l'Afrique francophone, qui situent leurs histoires dans des univers comme ça génériques, où on ne sait pas bien dans quel pays ça se passe. Je pense à Amadou Kourouma, je pense à Emmanuel Dongala, tout ce pan-là de la littérature que moi j'aime énormément et dont je me suis quand même beaucoup inspiré en partie en tout cas pour ce livre. Donc un hommage à ces auteurs que j'aime beaucoup. La deuxième raison, elle est presque politique, c'est-à-dire que regardez une carte de l'Afrique, qu'est-ce qu'il y a de plus absurde pour un géographe qu'une carte de l'Afrique avec ses frontières tracées à la règle sur des milliers de kilomètres, qui séparent des peuples qui ne devraient pas l'être, qui mettent ensemble des peuples qui n'avaient rien à faire les uns à côté des autres dans un même ensemble politique. Mais j'ai presque envie de dire que ces pays, moi je ne les reconnais pas, parce que je pense qu'ils sont arbitrairement définis et que leurs tracés sont à l'origine d'énormément des problèmes que traverse l'Afrique depuis les indépendances. Je me suis aussi dit que du point de vue d'un enfant d'une dizaine d'années qui vient d'un village de brousse, très loin de la capitale, qu'est-ce que ça veut dire l'attachement au pays? Qu'est-ce que ça veut dire le gouvernement, le président, etc. Ce sont des notions qui sont tellement lointaines et tellement abstraites quand on a ce mode de vie-là que finalement elle n'existe presque pas, quoi. C'est peut-être quelque chose dont on va entendre parler à l'école, etc. Et une fois tous les 10 ans ou tous les 7 ans quand il y a une campagne électorale et qu'il y a quelques candidats qui viennent distribuer quelques sacs de riz dans le village, mais sinon c'est une réalité qui n'existe pas. Et de nouveau, dans l'idée de confronter un petit peu ou de faire dialoguer l'Occident et l'Afrique, j'aimais bien cette idée d'avoir d'un côté les deux géographies aussi. Donc une géographie européenne, un rapport à l'espace comme on le connaît en Europe, qui est mesuré, quantifié, millimétré, borné, délimité, calculé, rationalisé, il n'y a pas un centimètre de terre qui n'appartient pas à quelqu'un. Et de l'autre côté, un rapport beaucoup plus fluide, beaucoup plus mobile qu'on retrouve presque partout en Afrique, hors des milieux urbains, mais aussi dans beaucoup d'autres pays, en Asie, en Amérique latine, etc. Donc où le rapport à la propriété est beaucoup plus collectif, beaucoup moins défini, avec une précision millimétrique, où
le géomètre, le théodolite n'ont pas lieu d'être. Et donc je trouvais intéressant d'avoir aussi à travers les deux personnages donc toute l'histoire d'Antoine qui se passe dans des milieux très précis, avec des noms de lieux, avec des noms de rues, avec des noms même de restaurants. Et à l'opposé, donc Alioune, qui lui va traverser toute l'Afrique sur les chapeaux de roue, donc des milliers et des milliers de kilomètres, en passant par des villes, des lieux qui ne sont pas nommés pour autre chose que pour leurs caractéristiques géographiques, et qui ne sont jamais nommés par le nom qu'on retrouve sur les cartes de l'IGN, quoi. C'est un peu un travers de géographe, parce que j'ai une formation de géographe à la base, et c'est vrai qu'en géographie, on se questionne beaucoup sur le rapport des êtres humains à leur environnement, à l'espace, etc. Effectivement, à travers le personnage d'Antoine, qui arrive en Afrique par le biais d'une mission humanitaire et qui ensuite va faire carrière dans ce milieu-là, en montant les échelons. Donc on aborde ce contexte de l'humanitaire, de l'aide au développement, de la diplomatie internationale. Donc moi je trouvais intéressant de plonger dans ce milieu-là parce que c'est un milieu que je connais bien. J'y travaille depuis une quinzaine d'années, j'ai fait une thèse aussi dessus pour essayer d'en décrire les logiques et les travers. Et je trouve que c'est un milieu qui est intéressant, notamment pour les gens qui ne le connaissent pas bien, parce qu'il est chargé d'une grande ambivalence. Il est souvent perçu comme un univers qui est défini par des valeurs d'altruisme, de générosité, de fraternité, le sacrifice des employés internationaux qui partent sur le front, etc. L'envers du décor n'est pas du tout aussi reluisant. C'est un univers dans lequel on peut faire des carrières fulgurantes avec des salaires incroyables, des conditions de vie extraordinaires. On vit dans ces pays hyper pauvres en habitant dans des villas énormes, en envoyant nos enfants dans des écoles qui sont hors de prix. Et puis, c'est un univers qui, pour moi, est encore chargé d'une forte connotation de néocolonialisme, parce que c'est vraiment aussi cette idée de l'Occident, puisque cet univers est dominé par l'Occident, qui vient dans tous les pays pour prêcher la bonne parole, pour dire au peuple comment est-ce qu'il doit se développer, quel est le but du développement, etc. Et où, en fait, l'expert international a cette espèce de voix sacrée qui va savoir tout sur tout. Et donc on se retrouve plongé comme ça dans des postes où à 27, 28 ans, ben, on parle à des ministres, on prend la parole dans des grands sommets nationaux. Tout ça c'est très très bizarre et moi j'ai ressenti un dilemme dès les premiers jours où j'ai mis les pieds là-dedans, où je me suis dit il y a quand même quelque chose de pas normal. Donc d'un côté j'adore ces boulots parce que voilà, je suis toujours mis au défi de nouveaux thèmes, de nouveaux pays, de nouvelles cultures, de nouveaux jeux d'acteurs. Je suis toujours en train d'apprendre des nouvelles choses. Je découvre des lieux, des gens, etc. Donc c'est vraiment fascinant et c'est extrêmement stimulant. Par contre, je fais aussi partie de cet univers qui pour moi, est une incarnation de plus de la domination occidentale sur le reste du monde. Et donc, voilà, je vis avec ce dilemme. Et ma façon à moi de gérer ce dilemme, c'est d'une part d'essayer de faire un travail vraiment efficace, pertinent, qui corresponde aux besoins des populations qu'on est censé aider, et de vraiment essayer de faire la différence là-dessus. Et en même temps, d'essayer d'apporter une réflexion sur cet univers à travers mes recherches académiques, à travers mon roman, etc., pour essayer de l'intérieur de réformer ce système quoi, qui ne marche pas et qui n'est clairement pas en mesure de produire les effets qu'on pourrait attendre de lui, qui sont d'aider à sortir ces peuples de situations économiques et sociales qui sont très défavorables. J'aime bien les titres qui sont chargés d'un peu de mystère, et donc je trouve que La Terre nous soit légère, il remplit cette fonction-là, d'autant plus qu'il a une signification particulière dans l'histoire, et qu'on découvre en fait pourquoi, on découvre en fait la raison de ce titre vraiment dans les dernières pages du roman, donc j'aimais bien laisser planer ce mystère. Que la Terre nous soit légère, apparemment c'est une phrase qui vient de la Rome antique, je ne savais pas, c'est une lectrice qui m'a fait remarquer ça.
Moi, je l'avais entendu au Mali, et c'est une phrase de circonstance qu'on prononce donc quand quelqu'un décède et pour lui souhaiter une bonne entrée dans l'au-delà. Voilà, j'aimais bien, je trouvais que c'était une belle façon de dire au revoir. Et pour moi, ça reflète bien aussi le français, la langue française telle qu'elle est utilisée dans les anciennes colonies d'Afrique de l'Ouest notamment, qui, je trouve, au même titre que le système politique, a finalement pris un peu son indépendance de, du pays d'origine et maintenant elle est déclinée à des sauces multiples et que je trouve extrêmement savoureuse. J'adore la manière dont le français est parlé dans ces pays-là. Je trouve ça hyper poétique, hyper musical. Je trouve ça très imagé, rythmé. C'est un autre français, quoi. Et donc j'avais un petit peu envie de rendre hommage aussi ouais, à ce français d'outre-mer qui n'a rien à envier au français de Paris. Au contraire, je trouve qu'il est tout aussi beau, si ce n'est plus. Et puis en termes de sens, bon voilà, que la Terre nous soit légère, donc ça nous inclut tous. Et c'est un peu une manière aussi de dire que voilà, toutes les histoires, quel que soit le livre qu'on va écrire, les histoires qu'on va écrire, elles auront toutes le même épilogue. Et donc, qu'on soit riche, puissant, petit, grand, on va tous finir par y passer. Et donc, voilà, c'est ce qu'on peut nous souhaiter à tous. Une des seules choses qu'on peut souhaiter à tout le monde de manière universelle, c'est que cette espèce de grand mystère absolu qui plane au-dessus de nos têtes, eh ben, est une conclusion joyeuse, quoi. Donc c'est un livre avec pas mal d'éléments tragiques, effectivement. Parce que voilà, j'ai pas eu peur de malmener les personnages, et puis parce que c'est une grande fresque qui se passe à cheval entre l'Afrique et l'Europe, et dans laquelle on suit le destin de personnages sur une quinzaine d'années. Donc bien sûr, sur une quinzaine d'années, il y a des drames qui se passent, et encore plus quand vous avez un des personnages qui doit traverser toute l'Afrique, donc de son village dans la brousse, à travers le désert, traverser la Méditerranée, en suivant les parcours des migrants clandestins, etc. Donc bien sûr, là, il y a des choses très très dures qui se passent, mais ça, c'est pas parce que j'avais spécialement envie que ce soit dur, c'est juste parce que c'est la réalité de ces parcours-là. Et donc, je trouve que c'est bien aussi de la documenter, et puis à travers un personnage qui est très attachant, parce que c'est un enfant, et de donner chair à ces parcours auxquels on est presque plus sensible, tellement que on a l'habitude de voir à la télé des embarcations de vingtaines de migrants qui coulent, des gens abandonnés dans le désert. Et en fait, maintenant, dès que dans un titre de journal, il y a le mot migrant, presque on n'y porte plus attention parce qu'on a tellement l'habitude et on est plus sensible à ça, comme si, d'une certaine manière, le migrant ne faisait plus partie de l'humanité, quoi. Et donc voilà, à travers le parcours d'Alioune, on voit que chacun de ces migrants qui coulent dans la mer, c'est une vie, c'est une famille, ce sont des rêves, des espoirs, des aspirations. La plupart des lieux qui sont décrits, ce sont quand même des lieux que j'ai fréquentés moi-même. Alors certains sont des lieux que j'ai fréquentés énormément, donc que je connais comme ma poche, d'autres dans lesquels je suis simplement passé. Il n'y a qu'un seul lieu finalement où je ne suis jamais allé, la ville de Davos en Suisse, pour l'ironie. Et d'ailleurs, une lectrice m'a récemment fait remarquer que ma description du lieu était pitoyable, en tout cas pas du tout, ne reflétait pas du tout la réalité. Mais sinon, pour le reste, oui, effectivement, ce sont des lieux où je suis allé. Alors après, par exemple, il y a la ville de Marseille où se passent quelques chapitres. Je ne la connais pas bien, je l'ai visitée 2-3 fois. Et donc voilà, j'ai travaillé sur ce que je connaissais, et puis je me suis documenté un petit peu plus. Après, il y a toute cette partie qui se passe dans le désert où Alioune traverse ces grandes étendues au nord du Mali et du Niger. Ce sont des lieux que j'ai fréquentés dans le cadre de mon travail, mais bien sûr pas par ces routes des clandestins. Donc là aussi, je vois très bien à quoi ressemblent les paysages, à quoi ressemblent les visages, les ambiances, etc. Mais j'avais besoin d'un peu plus, et donc là par exemple j'ai passé des heures et des heures sur Google Maps en essayant de me plonger
voilà, dans ces reliefs, dans ces grandes étendues, d'essayer de localiser les oasis dans lesquelles on sait que sont concentrés les groupes de clandestins, etc. Je pense que c'est aussi mon côté géographe, où je prends vraiment un grand plaisir à décrire les lieux, et j'espère en tout cas que ce livre fera voyager les gens. Moi, j'écris de manière très organique, c'est-à-dire que j'avais une intrigue à la base, mais qui tenait sur les deux faces d'un post-it, quoi. J'avais vraiment cette idée des deux trajectoires perpendiculaires avec ces deux personnages qui viennent d'univers très différents et qui sont confrontés au même drame, et qui ensuite, chacun à sa manière, va essayer de digérer ce qu'il a vécu, et que ça va générer une espèce de perpendiculaire entre Alioune, qui vient quand même d'un milieu de pauvreté, de misère, mais qui, en construisant cette expérience, va entamer un voyage initiatique qui va faire de lui un homme, et qui va faire de lui un homme assez extraordinaire et un être vraiment de lumière. Alors qu'Antoine, lui, vient d'un milieu très favorisé et va jamais réussir en fait à surmonter ce traumatisme, et va plutôt plonger, lui, dans les ténèbres, quoi, tout en montant socialement, en devenant quelqu'un d'important professionnellement, en faisant un beau mariage et tout ça, va quand même, au fond de lui-même, être de plus en plus attiré par les ténèbres. Donc voilà, ça tenait à peu près à ça. Je savais que je voulais de la musique, je savais qu'il y avait cette espèce de grande quête qui allait se passer à travers le continent, mais pas plus que ça. Et donc ça, c'est vraiment ce que j'ai adoré dans ce processus d'écriture, c'est de voir finalement des scènes, des personnages, des dialogues, des lieux surgir de l'imagination à mesure qu'on les écrit, parce que tout d'un coup, on a besoin d'un personnage pour dire quelque chose, on a besoin d'un moyen de transport pour aller d'un lieu à un autre, et tout d'un coup, des choses se créent, et les étoiles s'alignent, et c'est vraiment un truc vraiment extraordinaire, je trouve, de voir que l'histoire en fait se crée sous nos doigts. Pour ceux et celles qui arriveront au bout des 600 pages, vous verrez que la fin est assez radicale. Et cette fin, je l'ai vraiment décidée les derniers jours de l'écriture. Donc même moi, j'ai vécu cette histoire avec tout le suspense dont elle était chargée, parce que je ne savais pas non plus comment elle allait terminer.